De la RDC, on a toujours dit qu'elle était un scandale géologique. Ce pays-continent possède également des millions de terres arables qui feraient de lui le grenier du continent et un fleuve dont la puissance permettrait de fournir de l'électricité aux 54 États africains. À cette terre bénie des dieux, il a manqué depuis 63 ans une vision pour faire de la RDC une superpuissance panafricaine, voire mondiale. Junior Mboui, bonjour. Denise Poté, bonjour. Pour l'expert financier que vous êtes, à quel moment avez-vous été interpellé par le paradoxe de la RDC qui fait que la réalité sociale et économique est à milieu du potentiel de ce pays? Alors tout d'abord, moi j'ai une expérience d'expert financier au niveau international qui m'a permis de voyager aux 4 coins du monde. Et basé de mon expérience à la fois professionnelle mais aussi personnelle, en voyant comment les autres États dans le monde se développent, et au regard des potentialités de la RDC, cela m'a interloqué et m'a légitimement en fait posé des questions qui m'ont permis en fait d'écrire ce livre aujourd'hui pour lequel je soutiens que c'est une superpuissance potentielle en devenir. Alors l'instabilité est une des causes que vous citez et qui expliquerait le retard du pays, mais la crise à l'est du pays remonte à 1997. Qu'est-ce qui a entravé le développement de la RDC jusqu'à cette date, puisque déjà Mobutu, à l'époque, avant 1997, avant sa chute, n'a cessé de vanter le Grand Zaïre? Alors effectivement, si on part sur cette théorie, la RDC a eu du mal à se développer parce que je pense qu'elle a fait suite à des années post-coloniales de gouvernance, on va dire, un peu défaillantes. C'est-à-dire que les gouvernements qui ont été en place depuis l'indépendance n'ont pas été à la hauteur. Cumulé à ça, vous avez effectivement ce conflit que nous avons à l'Est qui freine aussi le développement. Et moi, j'aime bien effectivement citer un auteur panafricain qui est Cheikh Anta Diop et qui dit que la sécurité précède toujours le développement. Et donc cette sécurité, cette instabilité qu'on a à l'est de la RDC est un facteur important qui fait qu'on a aujourd'hui du mal à décoller. Oui, mais l'instabilité, comme je le disais à l'instant, elle date de 1997. Avant, il n'y avait pas de crise à l'Est. Alors, ce que je disais, il y a eu des gouvernements qui ont été présents. Ils n'ont pas su, si vous voulez, mettre en avant le pays, ils n'ont pas su créer les conditions économiques, à la fois de stabilité, pour que ce pays se développe. Et aujourd'hui, on a les conséquences de ce retard qu'on a cumulé dans pas mal de secteurs. Selon vous, de Laurent-Désiré Kabila à l'arrivée de Félix Tshisekedi, le pays a été marqué par l'immobilisme, c'est le terme que vous employez. Qu'est-ce qui justifie l'absence de vision et de volonté politique de ces dirigeants? Alors je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé depuis Laurent-Désiré Kabila à aujourd'hui Félix Tshisekedi, je pense que les gouvernements ont aussi essuyé les retards cumulés depuis cette fameuse époque où il y a eu cette zaïrianisation de l'économie qui fait que les grandes entreprises ont quitté et ont déserté le pays. Et puis, je pense qu'on n'a pas su créer les conditions nécessaires pour rendre le pays attractif de nouveau et le faire développer. Mais est-ce que le principal tort des dirigeants congolais n'est pas de miser essentiellement sur les ressources minières et pas sur l'agriculture, alors que ce pays, l'agriculture représente dans le PIB 20%? Alors, l'agriculture est un secteur qui est stratégique, qui mérite à être développé. Quand vous regardez la RDC, c'est environ 15 millions d'hectares de terres arables. Et si vous convertissez ça en superficie, ça représente environ 800 000 km². Aujourd'hui, c'est exploité à hauteur que de 20%. Mais figurez-vous que si on arrive à exploiter de manière optimale cette superficie, nous obtiendrons une capacité de nourrir 2 milliards d'individus dans le monde. Les Africains en premier. Les Africains en premier, bien entendu. Et sachant que je pense que l'Afrique tout entière doit anticiper cet essor, ce développement, ce boom démographique que nous allons avoir dans les 25 prochaines années, puisque l'Afrique va devenir la première puissance démographique mondiale, avec 2 milliards d'habitants. Et je pense que l'agriculture doit être un socle, un secteur sur lequel les États africains doivent investir massivement. En parlant de la RDC, d'où viendrait le déclic? Alors, pour qu'il y ait ce déclic, il faut des prérequis, il faut qu'il y ait des ingrédients qui soient pris en compte. Tout d'abord, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, une stabilité économique, une stabilité politique, mais aussi une stabilité territoriale au regard de la problématique qu'on a à l'est du pays. Alors, autre équation à résoudre, et qui demeure un serpent de mer depuis Mobutu, c'est la question de la décentralisation.
peut-on encore diriger et toujours diriger de Kinshasa un pays qui possède plus de 2 millions de mètres carrés et dont la population est estimée à 100 millions d'habitants? Alors, effectivement, c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, Kinshasa, comme vous le dites, est une mégalopole de pratiquement 20 millions d'habitants. Donc il faut mettre en place des politiques de décentralisation pour que cette population qui est aujourd'hui très concentrée au niveau de Kinshasa se développe dans différentes régions. Donc l'enjeu infrastructurel est un prérequis et même indispensable à ce développement. Tous les constats sont là. Qu'est-ce qui manque pour que le déclic se fasse? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique dans un premier temps, et il faut aussi faire venir des entreprises, pour que ces entreprises, basées sur des modèles qu'on voit dans certains pays, qui ont délocalisé, qui ont créé des zones économiques spécifiques, justement, et ces entreprises se développant dans ces zones, va attirer les populations à quitter les grandes villes et désengorger Kinshasa. Votre livre paraît à 2 mois de la présidentielle, qui est prévue le 20 décembre. 26 candidats briguent la magistrature suprême. Certains d'entre eux l'ont-ils lu et qu'en ont-ils pensé? Alors, si certains d'entre eux ont-ils lu le livre, ça je ne peux pas vous répondre. En tout cas, moi j'ai été à Kinshasa dernièrement pour faire le vernissage et la promotion de ce livre. Maintenant, il y a 26 candidats. Dans mon livre, moi, au regard de mon expérience, comme je vous l'ai dit, j'ai pris la focale la plus large possible, à la fois personnellement mais aussi professionnellement, pour essayer d'apporter une lecture singulière, aussi des clés de lecture sur ce que pourrait être la RDC et quels sont les points importants que nous devons mettre en place pour que le pays se développe. Alors, dans votre livre, vous citez Félix Tshisekedi, le président sortant. Vous dites que les choses ont changé avec lui. Qu'est-ce qui a changé? Avec quelles conséquences? Alors, ce qu'il faut regarder, Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 5 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pays a fait face à une époque post-coloniale de plus de 60 ans qui a été très difficile. En 5 ans, le délai est très court pour changer les choses. Il y a des actions qui ont été... Mais la pompe peut être amorcée. La pompe a été amorcée. On peut constater qu'il y a des choses positives qui ont été prises en compte par le gouvernement de Félix Tshisekedi, notamment sur la scolarité. Et c'est un point qui est important. Et moi, c'est une thèse aussi que je soutiens dans mon livre. On ne peut pas bâtir une grande nation sans un socle éducatif, car l'éducation est la base d'une grande nation. Autre chose qui aurait changé avec lui? Alors, je vais vous prendre un exemple, notamment si vous regardez, il a pris des mesures d'un point de vue législatif en essayant de changer la magistrature pour que le Congo ait un cadre juridique qui soit approprié. Et ce point est très important. Pourquoi? Parce que si le Congo veut se développer demain, le Congo doit attirer ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Et ces investissements directs étrangers vont apporter de l'emploi, vont créer des richesses, mais surtout vont augmenter les recettes de l'État. Et avec ces recettes, l'État devrait pouvoir allouer ces recettes à des postes stratégiques, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, et je dirais même la défense, puisque le Congo est aujourd'hui agressé à l'Est, donc il lui faut une armée qui soit digne d'un grand pays. Alors, à propos de recettes, dans votre livre, vous évoquez également la question de la corruption. D'ailleurs, la RDC fait toujours partie de la liste noire. C'est la fameuse liste grise du GAFI. Oui, du GAFI. Comment faire pour changer la donne? Alors, le Congo est effectivement dans la liste grise du GAFI, qui est le groupement d'action financière. Donc, il y a un socle à mettre en place. Donc, le gouvernement a initié des réformes là-dessus en mettant en place un dispositif avec un organe de renseignement financier qui est la CNRF. On peut encore aller plus loin. Il y a des efforts qui doivent être faits par le gouvernement et il faut encourager dans ce sens. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle qui se tiendra le 20 décembre. S'il y avait 3 recommandations à faire aux 26 candidats qui briguent la magistrature suprême, quelles seraient-elles? Alors tout d'abord, moi je vais vous dire que je soutiens le processus électoral actuel. Et si je devrais formuler des recommandations aux candidats, c'est d'une part, la première serait de prendre en compte et d'écouter la population, de regarder quelles projections on doit mettre en place pour ce pays, à la fois économique, mais aussi démographique, culturel, être dans l'anticipation. Et en dernier ressort, la dernière recommandation que je pourrais formuler, c'est qu'il faut que ce processus électoral, les candidats doivent mettre en place des éléments pour qu'on soit vraiment dans un processus purement démocratique. Donc pas de tricherie, on doit vraiment montrer l'exemple au niveau du continent dans un premier temps, qu'on va
vers des vraies élections démocratiques. Libres et transparentes. Libres et transparentes, bien entendu. La question de la CENI se pose toujours, hein? Oui, tout à fait. La question de la CENI se pose toujours, mais je pense que le processus aujourd'hui est lancé. Les 26 acteurs aujourd'hui adhèrent au processus électoral, donc il faut encourager, il faut appuyer la CENI dans cette démarche. Pour la RDC se pose également la question de l'intégration sous-régionale. À quelle zone appartient la RDC? La SADC ou la CEMAC? Alors aujourd'hui, c'est une question qui est encore en phase d'interrogation, mais ce qui est intéressant au-delà de tout ça, c'est de voir que la RDC a un rôle moteur au niveau de la région des Grands Lacs tout d'abord et aussi au niveau de l'Afrique, de par sa position, ses richesses et ce qu'il représente au niveau de l'Afrique. Donc je pense que dans les prochains mois, il faudrait qu'il y ait une prise de position du gouvernement sur quelle intégration régionale, mais cela doit faire face à des discussions et des débats entre les différents pays membres et voir aussi quel serait l'intérêt de la RDC. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce qui est important dans tout ça, c'est que la problématique de la RDC ne doit pas être considérée comme une propre problématique congolaise, mais une problématique africaine dans sa globalité. Je vous cite, hein, avec la maturité, l'expérience et même mon expertise professionnelle, je ressens désormais le désir et la responsabilité de m'engager sur ce territoire. Je veux le faire et le faire pleinement. Faut-il comprendre que le chef d'entreprise que vous êtes souhaite faire plus? Quoi et comment? Alors, moi, j'ai acquis une expérience professionnelle, internationale. Aujourd'hui, cette expérience, en fait, je souhaiterais la mettre à disposition de mon pays d'origine. Donc, la question n'est pas de se dire que va devenir Junior Mbouyi, mais c'est plutôt Junior Mbouyi, je pense, fait partie d'une nouvelle génération d'hommes, de femmes qui ont des idées, et j'irai, si on fait appel à moi, là où je serai le plus utile. Tenté par la politique ou pas? Non, la question n'est pas de dire si je suis tenté ou pas par la politique. Si on fait appel à mon expertise, j'apporterai mon soutien. Junior Mbouyi, merci. Merci Denise.